On va commencer donc si vous le voulez bien. Donc pour ce conseil municipal qui est donc le 34e de notre mandature, je vais vous proposer donc de prendre un secrétaire de séance. Alors la plus jeune aujourd'hui c'est Madame Da Silva. Donc si vous en êtes d'accord et si elle accepte, elle pourrait être donc où elle pourra donc être notre secrétaire de séance. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs, le pouvoir de M. Bonin pour moi-même, le pouvoir de M. Charpentier pour M. Gachet, le pouvoir de Mme Thibault pour Mme Ruculot, le pouvoir de Mlle Labarsouk pour M. Lesage, le pouvoir de Mme Libessart pour Mme Da Silva et le pouvoir de Mme Sureau pour M. Nolot. Madame Parperion arrive. Voilà, elle doit nous rejoindre. Elle doit nous rejoindre parce qu'elle était à une réunion. Voilà. Donc, je voudrais vous proposer donc d'accepter le procès-verbal de la signature du 20 juin 2017 après une correction qui est une erreur de frappe que vous avez peut-être pu voir sur la délibération C03301 à la deuxième ligne. Dans les dépenses imprévues, il a été tapé 29 511 € alors qu'il s'agissait de 25 911 €. Une inversion de deux chiffres, les totaux étant les mêmes. C'est uniquement au moment où on a retapé les chiffres qu'il y a eu ce petit problème. Donc ça ne change rien, si ce n'est cette ligne-là. En dehors de cela, avez-vous des remarques à faire sur ce procès-verbal? Non, donc je le considère comme adopté, je vous remercie. Nous avons, j'ai à vous demander l'autorisation de rajouter 2 délibérations. La première, c'est une subvention qu'on pourrait donner à la Fondation de France pour aider les victimes de l'ouragan Irma, si vous en êtes d'accord. Le deuxième, pour lequel je vais faire ma mauvaise humeur, mais enfin, qui est nécessaire, c'est un avenant à la convention du groupement constitutif du groupement d'intérêt public Maison départementale des adolescents de la Vendée. En fait, on a reçu cette demande d'avenant il y a 3 jours. Il faut que ce soit voté avant une semaine, alors que c'est quelque chose qui est connu par la MDA depuis le mois de mars. Voilà, et on le reçoit donc en dernière minute. Ce sont en fait des avenants qui traînent déjà. On a déjà passé plusieurs fois cette délibération. Donc sous la responsabilité en fait du centre hospitalier départemental, centre hospitalier spécialisé plus exactement, et lequel se fait retoquer à chaque fois par le contrôle de légalité. Ce qu'il y a, c'est que si jamais on ne vote pas ça aujourd'hui, on bloque le GIA et on bloque la maison des adolescents. Donc voilà, je vous propose de l'accepter, mais j'y ajoute ma mauvaise humeur. On aurait pu nous le donner un petit peu avant. Donc êtes-vous d'accord pour qu'on ajoute ces 2 délibérations? Ok ? Très bien. Donc je vous en remercie. Nous avons en premier point une motion de soutien qui nous est proposée par un certain nombre de collectivités et par un certain nombre d'agriculteurs concernant les MAEC. Donc c'est les mesures agro-environnementales et climatiques. J'explique en 2 mots, je vous dirai après la délibération. Vous avez un certain nombre de collectivités et d'entreprises qui entretiennent donc les eaux humides dans un cahier des charges agro-environnemental qui est assez sévère, qui fait que leur action n'est pas du tout rentable, ils n'ont pas de retour de leur travail, et pour les communes, donc là aussi, ni leur travail, ni le fait qu'ils mettent à disposition donc, ces terrains pour un certain nombre d'agriculteurs. Et donc pour pouvoir compenser et donc maintenir les zones humides telles qu'elles sont, qui sont pour notre territoire quelque chose d'important, puisque c'est sur le parc naturel régional du Marais Poitevin, une des raisons pour lesquelles nous avons donc ce label parc naturel régional. Il s'avère que ces fonds n'ont pas été versés par l'État depuis maintenant 3 ans, alors que ce sont des fonds qui viennent de l'Europe, que ces fonds ont été versés à l'État français, et que l'État français, pour l'instant, sous couvert
de problèmes qui seraient des problèmes informatiques n'ont pas renversé, ou très peu de choses, donc auprès des agriculteurs et des communes. Ce qui met un certain nombre d'agriculteurs dans des très grandes difficultés financières, et les communes aussi en difficulté, donc, puisque eux-mêmes reversent un certain nombre de choses et ne touchent pas donc les subventions en face. Le gros risque que l'on a en face de ça, c'est que si jamais c'est pas fait, il y a un moment ou un autre, pour sauver leur entreprise, certains agriculteurs vont être obligés de remettre en culture des zones qui sont aujourd'hui des zones de pâturage et donc des prairies naturelles. Et donc, derrière, ce que l'on risque, nous, en tant que parc naturel régional du Marais Poitevin, dont nous faisons partie de la ville de Luçon, eh bien, nous risquons de voir tout simplement notre label disparaître. Et puis, en dehors de ça, ce qui est encore pire, c'est que nous avons sur ces milieux des biodiversités qui sont tout à fait intéressantes, et que si jamais on en arrivait à ces extrémités-là, eh bien, on les verrait disparaître. Donc, les communes font appel à la solidarité de l'ensemble des communes qui se trouvent sur le parc naturel régional pour interpeller l'État, pour qu'il verse enfin ces MAEC, sachant que d'ailleurs ce n'est pas le seul mauvais coup qui arrive aux agriculteurs sur ce territoire, puisque il y a eu aussi la fâcheuse histoire d'ICHN, je ne vais pas rentrer plus loin en compte, mais qui a fait que ça les a déstabilisés quand même pas mal. Voilà. Donc, je vous lis cette motion de soutien à l'action des éleveurs et des communes gestionnaires d'un package collectif pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences des retards de paiement des MAEC. Situées dans la deuxième plus grande zone humide de France, appelée le Marais Poitevin, les communaux sont des prairies naturelles humides. En dehors du rôle pastoral indispensable qu'elles jouent, elles ont également un rôle pour le maintien de l'équilibre biologique et hydraulique. Peu modifiés par l'homme, ces espaces n'ont jamais été exploités autrement qu'en pâturage extensif. En Vendée, des communes gèrent leurs marais communaux en package collectif en autorisant les éleveurs à faire pâturer leurs bêtes. En contrepartie, les communes perçoivent une aide au titre des MAEC, mesures agro-environnementales et climatiques, qu'elles reversent ensuite aux éleveurs. L'objectif est de protéger ce milieu naturel en imposant un cahier des charges rigoureux et précis. Depuis la réforme de la PAC, politique agricole commune, en 2015, les éleveurs attendent désespérément les versements des sommes dues au titre de leur engagement. L'État français a pourtant perçu les fonds de l'Europe, mais seules de minimes avances de trésorerie remboursables, les ATR, ont été versées. Cette situation fragilise fortement les finances de ces derniers, générant un profond désarroi ainsi qu'une forte détresse, et remet en cause la pérennité de ces mêmes exploitations. Excusez-moi. Pour les collectivités concernées, ces 2 années de retard représentent des centaines de milliers d'euros sur leurs budgets communaux. C'est pour ces raisons que la commune de Luçon soutient la demande des communes gestionnaires d'un package collectif et des éleveurs pour la sauvegarde des prairies naturelles humides et le maintien de l'équilibre biologique et hydraulique du Marais Poitevin. À ce titre, d'obtenir de l'État les paiements selon le calendrier suivant. Paiement sans délai de 75% des sommes attendues pour l'exercice 2015-2016. Paiement du solde 2015-2016 au plus tard début novembre 2017. Acompte 2017 attendu en mars 2018 et solde au plus tard en juillet 2018. Acompte 2018 en octobre et solde en décembre. En d'autres termes, il demande tout simplement que d'ici fin 2018, les retards soient rattrapés. Je rappelle que l'État a touché l'argent par l'Europe pour pouvoir reverser. Voilà. Avez-vous des réactions par rapport à cette motion? Non, on va vous suivre sur cette motion. Il semble important que chaque agriculteur puisse toucher le revenu de son travail. L'État est encore une fois pas le bon payeur. Il faut absolument que ces personnes qui sont dans une difficulté importante puissent être rémunérées. Et l'autre point qui est important, on est dans un marais qui est quand même sollicité. Il ne faudrait pas que l'agriculture intensif puisse prendre la place de cette agriculture. Donc je pense qu'il faut, le groupe va vous soutenir sur cette motion de censure. Enfin, pas censure de... Merci. Il y a en plus la sauvegarde tout simplement du biotope naturel qui s'est mis en place. Donc, d'autres réactions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie.
Nous allons passer maintenant, si vous le voulez bien, aux délibérations donc, budgétaires, en commençant par une décision modificative sur le budget principal. Il est relativement simple. Nous avons en fait, on a acheté un bras de fauchage, hein, et le fournisseur nous a repris l'ancien. Voilà, donc tout bêtement. Mais il n'est pas dans l'inventaire. Donc nous sommes obligés de faire une recette qui est une recette en fonctionnement. Cette reprise est de 7200 euros. D'accord ? Nous avons en face des dépenses qui sont à venir. La première qui est un virement à la section d'investissement, dont je vais vous reparler. Et le deuxième, c'est que nous avons une participation au budget de la maison de santé pluriprofessionnelle pour l'installation d'un nouveau central téléphonique. Donc ce qui fait que nous avons un équilibre sur le fonctionnement de dépenses et en recettes de 7200 euros. Vous retrouvez donc sur l'investissement les 7200 euros que l'on met là, hein, qui sont en fait, si vous voulez, du coup des dépenses de fonctionnement, ce qui nous permet d'équilibrer donc notre première écriture. Nous avons ensuite une dépense en vidéoprotection, hein, qui est quelque chose donc, qui va être engagé pour à hauteur de plus 20 000 euros donc, cette année par rapport à ce qui est déjà engagé. Et nous avons donc 5 200 euros qui nous viennent de la section donc, de fonctionnement qu'on vient de voir tout à l'heure. Pour l'équilibrer, eh bien, nous allons retirer 22 000 euros des dépenses imprévues sur lesquelles, je vous le signale, il reste encore 291 000 euros. Et puis nous avons des opérations d'ordre, tout simplement parce que vous savez que nous avons des terrains que l'association foncière nous cède. On ne peut le faire que sous forme de subvention, hein, puisque il n'y a pas de possibilité pour ces associations de rétrocéder. Donc on a 14 000 euros de subvention et on met en face une dépense donc, de 14 000 euros pour l'inscrire donc, sur notre patrimoine. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette Il y aura juste une question concernant la participation sur le budget MSP, concernant donc, le standard. Pourquoi remplacer le standard, puisqu'il est quand même assez récent, si ce n'est pour rajouter des lignes supplémentaires à ce standard extérieur? Tout simplement parce que, si vous voulez, au départ, la jauge qui avait été préconisée par les utilisateurs est insuffisante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui appellent. En fait, si vous voulez, les utilisateurs pensaient qu'il y aurait beaucoup plus d'emploi de la réservation par Internet. Elle se fait moins. Et donc, très souvent, les gens, quand ils appellent, tombent sur une voix charmante qui dit que toutes les lignes sont occupées et qu'il faut rappeler plus tard. Et deuxième point, c'est que les professionnels de santé qui ont besoin de renseignements supplémentaires auprès des prescripteurs se trouvent dans le même cas. Et donc ça crée des embouteillages qui sont quelquefois des gênes à la fois pour les utilisateurs et pour les autres professionnels de santé. On a donc besoin de rajouter des lignes. Mais il faut savoir que ce matériel qui a été mis en place il y a quelque temps, avec les évolutions, va être obsolète d'ici 2-3 ans. Donc il faudra de toute façon le changer d'ici 2-3 ans. Donc on aurait pu rajouter des lignes sans faire cet investissement, mais c'était à fond perdu. On aurait d'ailleurs été proche des 2 000 euros, et il faut mieux changer carrément le matériel. Donc on change le matériel tout simplement pour donner un confort de travail et d'accessibilité. Il n'y a pas de ligne supplémentaire de tirer alors. Il y aura 2 lignes supplémentaires. C'est-à-dire que vous aurez 3 lignes donc, qui seront pour les patients et une ligne supplémentaire pour les professionnels de santé. Il y aura une ligne de plus pour les patients. En fait. Alors il y avait aussi une histoire de secrétariat, enfin moi je ne rentre pas parce que ça c'est dans le domaine du privé, puisque c'est de la responsabilité des... Bon voilà, mais il y aura du secrétariat en plus qui va venir donc sur le fonctionnement de la MSP. Mais ça c'est du privé. D'autres questions ou remarques? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Ok, donc 22 pour et 5 abstentions.
remercie. Budget assainissement. Donc là aussi, nous avons une décision modificative. Alors, la première décision, on a déjà fait des écritures comme celle-ci. Je vais tenter d'être clair pour vous expliquer de la manière dont ça se passe. En fait, on émet des factures auprès des gens qui sont des factures en TTC. La règle voudrait qu'on garde celle qui est leur taxe et qu'on reverse la TVA. Ça, c'est ce que ferait, j'allais dire, tout privé, normalement. Mais les collectivités locales, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'on reverse, on n'a pas reversé la TVA, en fait. Donc, si vous voulez, nous, de bonne foi, on avait inscrit les 16 000 euros et on avait les 3 000 euros qu'on a reversés à la trésorerie. Laquelle trésorerie nous dit non, nous, on ne veut pas de notre TVA, donc on doit garder la TVA. Alors, il paraît que c'est comme ça. Donc c'est très bien. Donc du coup, on a un titre de 16 000 euros qui n'est pas bon. Hein. Donc on annule ce titre de 16 000 euros. On a les 3 000 euros qu'on va reverser à l'investissement. Alors 16 000, pourquoi? Parce que c'est la facture qu'on a, mais les 3 000 euros vont rentrer. Donc on les met quelque part, on les passe finalement à la section d'investissement et on réinscrit derrière la facture au montant donc TTC de 19 000 euros. Et du coup, les 3 000 euros que l'on a, eh bien, on les vire à la section d'investissement, parce qu'il y a toujours, vous savez, dans ce type de budget, il y a toujours un tas de petits travaux donc, qui se font en assainissement, sur les raccordements, sur des petites choses qui sont se faire à la station, etc. Et donc, on les reverse ici, hein, dans les immobilisations en cours. Voilà. Des questions ou des remarques? Ai-je été clair? Interrogation écrite demain matin. Donc je le soumets à votre vote. Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Maison de santé pluriprofessionnelle, c'est tout bêtement ce que l'on vient de voir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va avoir une participation du budget principal qui va venir en fonctionnement donc pour 2 000 euros. Du coup, on les vire à la section d'investissement. Le cas, on va le retrouver donc en recette en investissement et on va le mettre sur l'extension donc du réseau téléphonique, hein, donc en investissement. Question, remarque? Une remarque. Étant donné qu'on s'est abstenu sur la première décision modificative, on s'abstiendra sur celle-ci. Très bien. On pourra dire que vous êtes contre le fait que les gens puissent appeler plus facilement. Comptez sur moi. Donc, okay. Donc, alors, des abstentions. Voilà. Y a-t-il des contre par hasard? Non. Donc, qui est pour? D'accord. Donc, 2 pour et 5 abstentions. Je vous remercie. Nous avons ensuite, alors, une décision du tribunal pour laquelle il faut prendre acte. C'est sur l'effacement d'une créance. Tout simplement, le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte a annulé purement et simplement une créance de 586 francs euros 26. Waouh, je veux rajeunir. Et donc, il faut tout simplement qu'on prenne acte, hein, que c'est effacé. Voilà. Vous êtes d'accord pour qu'on prenne acte, hein? De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Merci. Nous avons ensuite une subvention exceptionnelle qu'on pourrait donner à Pays de Luçon Accueil. Donc Pays de Luçon Accueil va fêter ses 30 ans d'existence et donc il va faire quelque chose au Théâtre Milandi. Le montant de l'allocation du Théâtre Milandi est de 500 euros. Donc on se propose tout simplement de leur rembourser cette location. Alors tout ça parce que c'est plus clair. Hein, on donne une subvention pour rembourser quelque chose. Plutôt que de mettre gratuitement à disposition une salle, c'est beaucoup plus sain de mettre dans leurs écritures, au moment du bilan, qu'ils ont dépensé 500 euros, qu'il y a eu 500 euros de subvention. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous propose donc de voter cette subvention. Des remarques ou des questions? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Subvention exceptionnelle, alors là au profit de l'escadron de gendarmerie, donc de mobile de Luçon. Vous savez que cette année, il y a eu les 90 ans donc de cette caserne, hein, le 90e anniversaire, de la présence de l'unité de gendarmerie ici à Luçon.
il y a, alors il y a tout un historique qui vous est donné dans la délibération. En fait, si vous voulez, la ville de Luçon a participé d'une certaine manière, en particulier en faisant une exposition, qui est une exposition sur cette histoire de la caserne de Luçon, qui est aujourd'hui un patrimoine luçonnais auquel bien sûr nous tenons, parce que d'abord nous avons une population qui est là, et quand même ça marque bien l'histoire de notre ville. Donc ceci a été fait, cette exposition a été faite en particulier par les emplois, j'étais en train de chercher le nom, les emplois civiques, voilà, merci, les emplois civiques donc, qui ont été accompagnés donc par plusieurs personnes, et donc il y a pour un coût de 500 €, et il vous est demandé de bien vouloir accepter d'accorder une subvention exceptionnelle de 500 € pour la mise en place et la réalisation donc de cette exposition, qui bien sûr sera à disposition de la ville. Je pense que ce sera intéressant de pouvoir le montrer, en particulier donc, aux enfants, pour montrer un petit peu l'histoire de la ville de Luçon du point de vue de cet escadron. Des remarques ou des questions? Oui. On va voter cette subvention, ce qui paraît logique, c'est quand même le patrimoine de la ville, c'est l'histoire de la ville, et on avait demandé en commission que ça soit mis réellement dans la ville de Luçon. On vit avec la caserne, beaucoup de gens les côtoient, mais ne savent pas spécialement ce qui s'y passe. Et il serait important de montrer justement cette vie et cette histoire aux Luçonnais. On passe souvent autour, peu de gens rentrent à l'intérieur. Donc c'est important aussi que les Luçonnais puissent s'approprier cette pardon, je cherche le nom, exposition. Voilà. Je pense que c'est important. Beaucoup de gens ne savent pas du tout comment c'est fait à l'intérieur. Et c'est important. Non, allez-y. Non, c'est important que les gens puissent voir qu'il y a une vie aussi dans cet escadron, et que voilà, ça fait partie de... Oui. Alors ça me permet de rebondir, merci de cette intervention. Ça permet de rebondir au moment du 90e anniversaire. J'ai eu le plaisir et l'honneur de déjeuner en présence de deux généraux d'un colonel qui ont dirigé donc cet escadron. En entendant leurs propos, on ne s'imagine pas ce qu'est la vie des gendarmes mobiles sur le territoire et dans les OPEX, dans les opérations extérieures. Quand on les entend, ça fait froid dans le dos. Et ces gens s'engagent réellement pour la protection de nos populations dans des conditions qui sont des conditions qu'on n'imagine même pas. Moi, j'avoue que pourtant, Dieu sait si jamais je suis sensible et reconnaissant auprès de ces gens qui défendent notre liberté et notre République. Je me rends compte que je ne touchais pas du bout du doigt l'abnégation de ces gens-là et de la manière dont ils vivent. Donc, je pense que c'est aussi un moyen et de faire connaître ces choses-là et surtout bien de leur rendre hommage, parce que c'est des gens qui le méritent. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres interventions? Non? Donc, je vais le soumettre à votre vote. Y aurait-il, après ce que l'on a dit, des gens qui seraient contre ou qui s'abstiennent? Donc, à l'unanimité, je pense. Merci. Exonération partielle de la taxe d'occupation temporaire sur les trottoirs et les voies piétonnes. C'est une délibération qui va être traitée par Madame Parpaillot. Merci, Monsieur le maire. Vu la décision du maire ND 012-2013 en date du 22 mars 2013 fixant le tarif des droits de place, considérant les travaux de réfection du début de l'avenue Wilson, de la place du Petit Botte, de la rue Georges Clémenceau et de la place Richelieu et de la place du Commerce, considérant les travaux de la piscine intercommunale place du Port, considérant le préjudice commercial subi par les commerçants de ce secteur, bénéficiant d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, terrasse, panneaux, flammes publicitaires. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 5 septembre 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de diminuer de moitié la redevance annuelle d'occupation sur le domaine public au titre de l'année 2017 au commerce suivant.
Je vous fais état de tous les commerces. Je pense que vous avez tous pu les voir. Donc voilà, c'est une décision, je pense, qui va dans le bon sens, où effectivement, les travaux ont impacté les commerçants. Donc on se devait aussi, si vous voulez, un petit peu de les respecter en participant, nous aussi, à une aide au niveau de la moitié de la taxe d'occupation. Oui, d'autant plus qu'ils ne pouvaient pas occuper le domaine public pendant les travaux. Mais voilà, effectivement. Voilà. Des remarques ou des questions? Donc, je soumets à votre vote. Des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. 8e délibération session de matériel nautique. La parole est à Monsieur Edouard. Merci Monsieur le maire. Donc, il s'agit donc de session de détail sur la base nautique, pardon. Considérant que la base nautique municipale ne peut plus, le temps de la rénovation du plan d'eau des Guiffettes, proposer la pratique de la voile, considérant la demande de la SARL Sirena Nuco numéro de tirette, je vous en fais grâce, donc située à Guérande et représentée par M. Jean-Amédée Manem, d'acquérir du matériel auprès de la base nautique. Considérant la volonté municipale d'optimiser la gestion du matériel stocké non utilisé de la base nautique, considérant le caractère inutilisé de la flotte de catamarans Topaz 16S, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 5 septembre 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la vente de ce matériel donc à la société SARL Sirena Guérande, représentée par M. Jean-Amédée Manem pour la somme de 18 000 €. Des remarques ou des questions? C'est en attendant que ce soit qu'on puisse, tout simplement parce que le matériel s'abîme, à ne pas bouger, donc on en réacquérera le moment venu. Voilà, donc je le soumets à votre... Ah, pardon, excusez-moi. C'est vrai. Alors, j'avais encore une réunion tout à l'heure, donc sur... on est en train un petit peu de regarder, parce qu'il y a beaucoup de tenants et des aboutissants. Vous avez beaucoup d'utilisateurs, finalement, autour du plan d'eau. Donc, quant à refaire quelque chose, autant le refaire d'abord dans une remise, non seulement en état du site, mais surtout de le mettre, de permettre une découverte et une exploitation qui soit dans le cadre environnemental, puisqu'on est en Natura 2000 et dans le parc, qui soit unanime. Donc j'avais tout à l'heure, par exemple, l'APV, donc le village vacances. Il y avait la LPO, il y avait l'aéromodélisme, il y avait les ULM, il y avait les pêcheurs, voilà, il y avait le parc naturel régional, et on commence à regarder un petit peu parce qu'il y a une étude qui a été faite. Alors ça allait sur quelque chose de très basique, mais qui n'aurait certainement pas fonctionné, donc qui n'est pas très élevé, à un projet un peu pharaonique où on était à 6 millions d'euros, même un peu plus, et celui-là qui tournerait aux alentours de 1,8 million. Donc aujourd'hui, j'ai demandé et j'ai donné une mission au Parc naturel régional pour faire une synthèse de ce qui a été fait et avancer sur la manière dont on pourrait faire évoluer donc ce lieu. Alors, la manière dont on peut le faire évoluer du point de vue de la qualité des eaux, parce que c'est notre problème aujourd'hui. Le problème que l'on rencontre, c'est peu de profondeur, pas de cours d'eau dessus, donc pas de changement d'eau ou très peu d'eau, et donc un dégagement, un développement des cyanophycées qui est relativement important, entre autres, puisque on a d'autres problèmes avec les ragondins, des plantes invasives, etc. Le premier point, c'est de faire un apport d'eau. L'apport d'eau, on pourrait le faire en mettant ici l'apport de ce qui viendrait donc de la station d'épuration. Alors je vous rappelle que, bien sûr, il ne s'agit pas de relancer les eaux usées comme ça dans la Guiffette. Je vous rappelle que maintenant, les normes qui existent, c'est que lorsqu'on relance de l'eau dans la nature, à la sortie des stations d'épuration, elles ont été traitées et elles sont buvables. Donc, alors c'est un apport qui permettrait de changer toute l'eau du plan d'eau chaque année. Donc c'est un apport qui est non négligeable, qui équivaut à ce qui se passe dans des lacs naturels où il y a des apports d'eau venant de cours d'eau naturels. Donc ce serait
ce serait donc assez bénéfique donc, de ce point de vue-là. Alors après, il y a d'autres problèmes. Donc c'est celui de la profondeur, de la vase. Donc on curerait une partie donc on le viderait, on ferait un curage, de manière à ne pas avoir à évacuer les boues, on les mettrait donc sur différents niveaux. Alors on voyait par exemple avec la LPO qui, elle, trouve que c'est un lieu qui est un lieu intéressant, en particulier pour la nidification et la reproduction d'un certain nombre d'espèces d'oiseaux. Eux, ils ont besoin de peu de profondeur, les pêcheurs ont besoin de plus de profondeur. Du côté du village vacances, pour pouvoir faire du nautisme, il leur faut une profondeur moyenne, donc on est en train d'étudier un petit peu quelles sont les profondeurs que l'on pourrait faire, de la manière dont on pourrait aérer tout ça, découper en fait en plusieurs parties le plan d'eau, le restreindre un petit peu parce que ça permettrait de mettre les boues en partie donc sur les accotements, renforcer les accotements, et donc développer ici un lieu qui est un lieu d'observation ornithologique, et il y avait aussi le Crégène, j'ai oublié le Crégène qui était là tout à l'heure, donc qui suivrait lui des développements agro-pastoraux avec des espèces qui sont des espèces donc du Marais Poitevin, donc relativement typiques. Alors tout ça fait que vous avez les oiseaux avec les ULM, mais la LPO dit qu'on n'aura pas de problème avec ça. Il y a les pêcheurs avec les oiseaux qui sont très souvent des consommateurs de poissons. Donc tout ça fait qu'il y a une coordination à faire. Et donc cette coordination est en train d'être vue par les techniciens donc, du parc, et on doit se retrouver d'ici 2 mois pour le faire. Alors, je pense au nautisme. Je pense au nautisme. Donc c'est pris en compte. Ceci dit, c'est pris en compte dans le cadre de la base de voile, donc par la ville directement. Alors bien sûr, il y a un moment ou un autre, quand on aura les premières données, le club sera invité à venir partager un petit peu ce qu'il y a à faire. Là, la première réunion qu'on avait était suite à un diagnostic, était une première réunion, surtout des choses qui nous semblaient incompatibles. De prime abord, ou au moins compatible, mais avec certains arrangements. Et j'étais heureux de voir que finalement tous les acteurs autour de la table étaient tout à fait d'accord, les uns et les autres, pour faire les efforts nécessaires pour pouvoir faire vivre cet ensemble. Moi, ce que j'aimerais qu'on arrive à faire, c'est dans le plan d'ensemble de développement touristique, écotouristique du parc naturel régional du Marais Poitevin, qu'on soit un des lieux, qui est un des lieux emblématiques sur lequel on pourrait avoir une halte sur plusieurs choses. Parce que vous avez dans le tourisme du Marais Poitevin, vous avez la côte, avec certaines activités qui sont purement côtières. Vous avez des développements au niveau du tourisme, de tout ce qui est valeur patrimoniale, agro-environnementale. Donc vous avez quand même pas mal de choses, et en fait, sur du sombre, on a la cathédrale, on a le jardin du Maine, mais un lieu qui est un lieu plus emblématique, qui nous permettrait de fixer un peu plus la population, pour l'instant, ça nous manque. Et avoir ce lieu sur les Guiffettes serait un apport qui serait un apport considérable. Avec différentes activités. On a parlé de l'aérodynamisme, des ULM, le village vacances, bien entendu, la pêche, donc, et l'observation donc des oiseaux, le Crégène, avec l'apport ici d'animaux qui sont des animaux body du Poitou, des vaches maréchines, des chèvres, donc etc. Donc un lieu qui sera un lieu d'observation et de mémoire que l'on aurait donc localement. Donc on voit que les choses sont en train de se dessiner sérieusement, et bien entendu dans les activités qui sont les activités nautiques, il y a celle de la voile en particulier. Donc on est en train de mettre tout ça en forme. J'espère surtout, parce qu'il va falloir aller chercher des subventions, parce qu'à 1 800 000 €, vous pensez bien que je ne le sors pas de ma poche comme ça. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Voilà. J'ai répondu à votre question ? Okay. Non, bien sûr que oui. Voilà. OK. D'autres remarques ou questions ? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre ? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, simplement que mademoiselle Labassoure nous a rejoint. OK. Hop là, j'ai fait une petite. Nous avons ensuite
programme Ecopass, une subvention à Madame Monique Boin, et la parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Qui dit programme Ecopass dit rénovation, ce qui est une très bonne chose. Alors rénovation avec évidemment une obligation d'économie d'énergie, enfin sur l'isolation, de performance énergétique, dirons-nous. Donc vu le code général des collectivités territoriales, vu la délibération en date du 5 avril 2016 décidant de renouveler l'aide financière attribuée dans le cadre de l'Ecopass, vu la demande de versement de l'ADIL, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 5 septembre 2017, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention d'un montant de 1 500 € à Madame Boin-Monique et dit que les crédits seront inscrits sur le compte 20 422 du budget principal. Donc ces 1 500 € se rajoutent aux 1 500 € généreusement attribués par le Conseil départemental. Remarque, question? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, merci. Subvention pour la restauration des façades, Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 30 octobre 2006, accordant une aide pour la restauration des façades situées à l'intérieur du périmètre du SPR, vu le certificat de conformité des travaux établi par Monsieur Yves Nicolas, architecte chargé de l'instruction de ces dossiers, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 5 septembre 2017, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde les subventions suivantes. Syndicat des copropriétaires, 16 et 18 places des Acacias, pour un montant de 955,15 € et Le Goff Stéphanie, 26 avenue Michel Rambaud, 2 000 €. Dit que les crédits sont inscrits sur le compte 20 422 du budget principal et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. Donc la restauration des façades, c'est une affaire qui continue à bien fonctionner et nous en sommes ravis. Remarque ou question? Non, donc je le soumets à votre vote. Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 11e délibération, on demande de reprise de la procédure de révision générale du plan local d'urbanisme. La parole est à Monsieur Gachet. Oui, merci Monsieur le maire. Considérant que par délibération en date du 3 juillet 2012, le conseil municipal de Luçon a décidé de lancer la procédure de révision générale du plan local d'urbanisme dont les objectifs étaient les suivants. Réadaptation de secteur privé ne pouvant être modifié par révision simplifiée, réalisation d'une évaluation environnementale et incorporation de l'inventaire des zones humides et des cours d'eau. Considérant que la compétence plan local d'urbanisme a été transformée à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral au titre de ses compétences obligatoires depuis le 1er janvier 2017. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que compte tenu du transfert de la compétence PLU à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, la commune ne peut plus mener à son terme la procédure de révision générale du plan local d'urbanisme. Cependant, l'article L. 153.9 du Code de l'urbanisme laisse la possibilité à la communauté de communes d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution du plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagé ou d'un RLP avant le transfert de la compétence. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de repartir à zéro. Vous avez ici toutes les réunions qu'il y a eu lieu depuis 2012. On voit que celle du 11 décembre 2014, nous avions eu un avis défavorable de la CDCAEA, et parce que nous avions proposé trop de surface à ouvrir l'urbanisation. Alors, les étapes restantes, c'est l'arrêt du PLU, l'envoi des dossiers au PPA, les enquêtes publiques, les approbations. Et vu la favorable de la commission d'urbanisme du 30 août 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne son accord à la poursuite et à l'achèvement de la procédure de révision générale du PLU de Luçon par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et autorise Monsieur le maire à passer et signer toutes les pièces nécessaires à cette affaire. Voilà ce qu'on peut en dire, mais je pense que c'est quand même la commune qui continuera de travailler sur ce PLU
mais sous le contrôle, on peut le dire, de la communauté de communes. Avez-vous des questions, des remarques? Oui. Ça fait exactement 5 ans que le PLU est lancé. C'est long, très long. Oui, très long. Très très long. Nous avions émis des doutes. Oui, nous avions émis des doutes concernant le fait de la consommation de terrain. Ça a été retoqué comme c'était prévu. Donc on a perdu du temps là-dessus. Et ça, nous l'avions dit. Au-delà de ça, il se pose une question, puisque, comme c'est indiqué, le plan local d'urbanisme passe en conseil communautaire, d'où le fait qu'il n'y aura peut-être plus jamais de débat ici, dans ce conseil municipal, sur les décisions, pas sur celui qui va se finir, sur les prochaines décisions qui se feront sur le PLU. Il y aura un PLUI qui devrait intervenir aussi, mais il n'y aura plus de débat, et tout se passera donc à la communauté de communes, sur les décisions prises sur les prochains PLU des communes. C'est-à-dire que demain, les petites communes qui voudront contrarier une grande commune comme Luçon ou La Tranche ou autre, pourraient intervenir. Ça peut arriver, on ne sait jamais. Normalement non, mais il devrait pas y avoir... Contrarier? Oui. Aujourd'hui, C'est pas le mot que j'aurais employé. Oui. Contredire peut-être. Contrarier aussi. Mais au-delà de ça, on perd quand même une mainmise sur l'urbanisme. En plus, avec un PLUI qui va passer par-dessus, je pense que tous ceux qui sont autour de ces tables du conseil municipal n'auront plus grand-chose à dire sur l'urbanisation de la ville. Voilà. Alors, on partage partiellement cette vue, puisqu'on va tomber dans un PLUI, donc un plan local d'urbanisme intercommunal, donc qui est à construire. Bon, c'est la loi. Malheureusement, on l'a subi tous. Bon, ça a des avantages et des inconvénients. Alors, d'abord, si vous voulez, on fait partie du conseil communautaire. Avec une proportion qui est une proportion par rapport à notre population. Donc la discussion, on l'aura, puisqu'on fait partie de ce conseil municipal. Bon, l'avantage que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a des développements qui peuvent être des développements non pas en concurrence, mais en complémentarité des différentes collectivités pour un bassin de vie. Ce qui a poussé le législateur à faire ceci. Mais dans le fond, et là je vous suis à 200%, c'est qu'on est en train petit à petit de voir les communes disparaître au profit de plus grandes collectivités. Parce que quand on regarde un petit peu tout ce que la loi NOTRe nous impose comme différentes compétences qu'on va transférer auprès des communautés de communes, on se rend compte qu'il va rester quoi aux communes? Il va rester l'entretien, un peu d'entretien, les problèmes de voisinage, voilà, il ne reste plus grand-chose. Mais c'est l'esprit de la loi de 82 de Gaston Defferre au départ. Comme je le dis souvent, jusqu'à maintenant, aucun gouvernement n'avait eu la niaque d'aller jusqu'au bout de cet esprit. On le revoit aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis relativement inquiet sur la proximité qu'était capable de donner une municipalité par rapport à un territoire qui était celui de notre commune, qui est dans notre culture. Parce que vous allez regarder ailleurs dans d'autres pays, ça se fait d'une manière très, très différente. Et c'est vrai que les communes perdent de plus en plus de pouvoir. Alors, ils perdent non seulement de plus en plus de pouvoir, mais le peu qu'il leur reste, on leur supprime les moyens de les financer. Donc, c'est très compliqué. Il y a une logique là-dessus qui n'est pas, je vais prendre un exemple, le PLU de l'aménagement de Trieste, du centre-ville de Trieste. Aujourd'hui, on a demandé à des conseillers intercommunautaires de Saint-Julien-en-Champignon, de Saint-Termine, de décider si on voulait que Trieste réaménage son centre-ville. Personne n'est intervenu, on ne peut pas intervenir là-dessus, mais qui dit demain, sur des jeux politiques qui n'est pas aujourd'hui dans la communauté de communes ou moins apparente, ne bloquerait pas sur des questions politiques. Aujourd'hui, on a réussi à trouver une entente cordiale, ça se passe bien, demain, on ne sait pas comment sera dirigée la future communauté de communes, ça pose question sur le développement, et effectivement, on est en train de retirer tous les pouvoirs des conseils municipaux
Alors on sait, il y a un échelon de trop. Donc est-ce que ça sera le département ou les communes? Voilà, j'espère. Je préférerais que ça soit le département. Parce qu'on est en train d'enlever une politique de proximité. Voilà, on est 80, à peu près 80 au conseil communautaire. C'est compliqué. Hein. Tout le monde ne connaît pas tout le monde, et encore moins les habitants des communes. Donc il y a un moment donné, comment faire aimer la politique, comment vouloir faire bouger les choses si en même temps on est en train de se couper de la base. Voilà, c'est la question que je suis en train de me poser. On se la pose aussi. On partage. Enfin, moi, je partage personnellement. J'en ai jamais discuté avec mes colistiers, mais moi, je partage par ce point de vue. On va être clair, on va partir sur 2020 dans pas longtemps. On part sur quoi? Alors 2020 ou 2021, j'en sais rien. J'ai pas eu... Oui, parce qu'il y a pas mal de choses. Vous savez, d'ailleurs, le fait, pour aborder dans votre sens, le fait que le gouvernement aujourd'hui parle très sérieusement de mettre le même jour les élections des régions, des départements et des communes, on va voir ce que ça donne. Mais, enfin, il n'y aura pas de contre-pouvoir. Vous savez comment votent les Français? Non, mais on vote dans la filée de ce non, parce que je pense que tout n'est pas politique, si vous voulez, dans cette histoire-là. Vous voyez, par exemple, dans des collectivités, des gens d'une sensibilité politique qui passent, alors que sur les élections nationales, c'est un autre de vote qui apparaît. Donc, c'est pas tout à fait carré comme ça. Mais je pense que derrière, il y a quand même aussi une volonté de faire disparaître un certain nombre de strates. Hein. Alors, c'est sans doute nécessaire. Hein. C'est une perte de repères pour les électeurs, pour les habitants. C'est une modification en profondeur. Hein. On est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. Donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer, mais il va falloir être excessivement attentif. Là où il faut être très très attentif, à mon sens, c'est quelque part de regarder, de pouvoir garder le pouvoir de réaction, de réactivité locale. Hein, parce que sur des trop grandes collectivités, la réactivité, le besoin par exemple de la pollution locale sur un trottoir, ça se fait immédiatement, voilà, sauf dans les très grandes villes, parce qu'il y a des infrastructures qui sont relativement importantes, mais chez nous ça se passe comme ça. Si jamais il faut téléphoner demain à la Caillère Saint-Hilaire pour avoir quelqu'un qui vient ramasser une pollution ponctuelle, ça va être relativement compliqué. Et puis concernant, pour sourire un peu, concernant la commune de Triez, vous savez très bien qu'il y a plus d'ânes qui en passent que ceux qui en restent. Hein. Donc c'est bien connu. Bien. Donc je vois qu'on se rejoint sur le fond, sur la forme. Sur la forme, peut-être pas. Ça serait bien qu'on clôture ce PLU enfin. Moi, je suis rentré en 2011 dans ce conseil municipal, j'étais déjà sur le PLU. Donc, j'aimerais bien que ça se conclue et voilà, ça engage aussi la ville sur des choses. Et je dirais qu'au-delà de ça, on ne sait pas où on en est aujourd'hui pour l'école, on va en parler après, mais est-ce que l'école a été intégrée aujourd'hui dans son déplacement sur ce PLU? Aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire. Oui, puisqu'on est dans des zones d'habitation, donc il y a pas, enfin, là du coup c'est de la construction, donc il est intégré, le déplacement de l'école est intégré. Il est intégré, c'est-à-dire que la zone dans laquelle on la prévoit, et elle, de toute façon, en UA, donc on fait ce qu'on veut. Hein, voilà. Ok. D'autres remarques ou questions? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Merci. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais pour le règlement local de publicité, et c'est M. Gachet qui intervient. Ouais, donc c'est la même chose. Hein. Je pense que je ne vais pas vous détailler la délibération. Il s'agit de faire... pour le règlement local de publicité, la même opération qu'on a pu faire pour la délibération précédente. Donc le conseil municipal, après délibéré, donne son accord à la poursuite et à l'achèvement de la procédure d'élaboration du règlement local de publicité par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et autorise monsieur le maire à passer et signer toutes les pièces nécessaires à cette affaire. Voilà, c'est la même chose que la précédente. Là, on est sur la même chose, exactement. La chance pour la ville, c'est peut-être de l'avoir fait nous-mêmes avant que ça soit peut-être imposé par l'intercommunalité. On a eu des débats, on a bien travaillé, je pense, en adéquation là-dessus. C'est peut-être plus simple pour nous qui habitons cette ville de régler ce problème de RLP. Voilà.
que des personnes rattachées à une commission qui ne connaît pas. Alors sur le coup, on va être clair. Hein. Là, la manière dont ça va se passer, c'est que, bien entendu, la communauté de communes va suivre tout le travail qui a été fait par les collectivités, parce que nous ne sommes pas les seuls. Hein. On est 3 communes pour l'instant donc en révision du PLU. Donc bien sûr qu'ils vont suivre, ils ne vont pas tout reprendre à zéro. Pas sur le RLP. Le RLP, c'est la même chose, ils vont suivre ce qu'on a. Voilà. Et sur le PLU aussi. Voilà. Oui, j'englobais les deux. J'englobais les deux, le RLP et le PLU. D'autres remarques ou questions? Non, je le soumets à votre vote. Des contre? Des abstentions? Donc, tout le monde est pour? Merci. Donc, à l'unanimité. Une série de délibérations qui vont suivre, que M. Gachet va vous présenter. Oui, on a 5 délibérations qui transfèrent dans le domaine public, sans enquête publique, certaines parties de rue. Sans enquête publique, parce que ces rues appartiennent déjà à la commune. Donc, considérant que la notice explicative jointe des services techniques, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 30 août 2017, et entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le transfert de la rue Gérard Philippe dans le domaine public de la commune, sans enquête publique. Donc ça, c'est dans le quartier des Rabandières. Vous avez le plan, je crois, avec vous. C'est uniquement la partie sud de la rue Gérard Philippe. Alors Gérard Philippe avec un... Enfin, oui, il n'y aurait qu'un P. Ah oui, alors si le nom propre ne prend qu'un P. Bon, très bien. On fait cette correction. Non. Donc, on réparait ça, oui. À ce détail près, des contre, des abstentions, qui est pour. À l'unanimité, merci. On fait la même chose avec la rue Jean Chevolot, avec 2 L. Oui, la rue Jean Chevolot, c'est une rue qui est assez longue entre le chemin du Bois-Boca au nord et puis le chemin Saint-James au sud. Alors là aussi, on demande au conseil municipal d'approuver le transfert de la rue Jean Chevolot dans le domaine public de la commune sans enquête publique. Remarques, questions? Contre? Abstention? Qui est pour? Unanimité, merci. Maintenant, c'est Louison Bobet. Louison Bobet, c'est dans ah oui. Louison Bobet, c'est dans le secteur de la rue de l'Adjudant-Barrois. Et là aussi, on demande au conseil municipal d'approuver le transfert de la rue Louison Bobet dans le domaine public de la commune sans enquête publique. Remarques, questions? Contre? Abstention? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Nous allons faire la même démonstration avec Paul-Émile Victor. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il fait froid, là. Alors, la rue Paul-Émile Victor se situe dans le secteur du fief du Caire, du côté de la rue du commandant Charcos, et le lotissement Bellevue. Et là aussi, on demande au conseil d'approuver le transfert de la rue Paul-Émile Victor dans le domaine public de la commune sans enquête publique. Remarques, questions? Contre? Abstention? Pour? Unanimité, merci. Allez, rue Flandre-Dunkerque et Rhin-Danube. La dernière rue Flandre-Dunkerque, qui se trouve donc dans le lotissement L'Estrella. Elle débouche sur la rue du Maréchal Juin. Et on demande au conseil municipal le transfert des rues Flandre-Dunkerque et Rhin-et-Danube dans le domaine public de la commune sans enquête publique. Questions? Remarques? Oui. Non, juste pour savoir, il va y en avoir beaucoup comme ça, parce que j'ai l'impression qu'on en vote à chaque conseil municipal. On en découvre beaucoup. Oui, bah c'est des rues qui auraient dû peut-être être passées depuis un certain temps, comme ça n'a pas été fait, on les passe maintenant. Bah, c'est les services techniques qui travaillent dessus. Et quelquefois, c'est les riverains qui payent des impôts sur leur route et qui nous demandent... Enfin, maintenant qu'ils ne vont plus payer de taxes. Alors, d'autres questions, remarques?
pour? C'est plus rapide. Donc unanimité, merci. 18e délibération, passation d'une convention opérationnelle de maîtrise foncière en vue de la réalisation de programmes mixtes sur l'ancien port avec l'établissement public foncier de la Vendée. La parole est à monsieur Gachet. Bon, on a déjà parlé de cet établissement public foncier. On avait déjà un contrat avec eux, une convention avec eux. Donc là, la délibération explique que ce contrat est arrivé à échéance et qu'on le renouvelle pour une période de 4 ans et demi. Et l'ancienne convention avait été plafonnée à 1,2 million. Là, on la plafonne à 850 000. Vous avez sur la page 24 et 25 de l'annexe les lots qui sont concernés. Sur le quai ouest du port, on a la maison Maratier, le garage Maratier et la maison d'à côté. Et sur le quai est, c'est la réserve Eurial qui sont concernés pour le moment. Ce sont ces deux secteurs que l'on a retenus pour l'établissement public foncier. Des questions ou des remarques? Monsieur Nolot? Oui. Comme quoi, quand on travaille ensemble, ça peut bien fonctionner, puisqu'on a travaillé ensemble, ça s'est bien passé. Les remarques des uns et des autres ont été reprises. Je pense que c'est une bonne chose pour la rénovation de ce quartier du port. On a choisi aussi ensemble quelle zone allait être reprise. Il y en avait plusieurs. Dans un premier temps, on s'était arrêté sur ces deux-là. Sur la convention, il y a juste un point que je ne retrouve pas. Bon, c'est bien indiqué que c'est en zone patrimoniale. Par contre, je ne retrouve pas la protection du bâtiment entrepôt, l'entrepôt du Bois du Nord, qui devait être dans un premier temps en partie sauvegardé s'il y avait possibilité de le sauvegarder, parce que c'est quand même dans un état limite. Là, je ne la vois pas dans la convention. Quel bâtiment? L'entrepôt, qui est en face, le bar du port. L'entrepôt, on peut le conserver. On devait conserver au moins les extérieurs. Oui, on peut le garder. conserver, mais il n'a pas une architecture C'est le thermique, dernier quoi. lieu Alors, visuel. il est soumis par contre à l'autorisation de l'architecte des bâtiments de Oui, France. oui, Donc, oui. ça, c'est une vraie protection. Non, mais voilà, c'est une chose. C'est le dernier bâtiment qui a une image qui rappelle le port. On a pensé qu'il était faisable de pouvoir en rénover une partie. Évidemment, vu l'état du mur, bon. Il est inscrit remarquable Oui. Sur le PLU. Oui. Donc après, difficile, à mon effectivement, avis, il y avait aussi le fait de pouvoir avoir des logements plus grands, ce qu'on ne trouvait pas non plus à Luçon. Là, la moyenne est à peu près à 90 mètres carrés, ce qui est une bonne taille pour accueillir aussi des jeunes familles avec des enfants. Et je pense qu'on a, sur ce point-là, on a bien travaillé et on verra la finalité. Mais tout est possible aujourd'hui et quand ça va dans le bon sens, il faut le dire. Bon, ben merci. Merci. D'autres remarques? Non. Donc qui est pour? Carrément, je pense qu'il n'y a pas de... Voilà, unanimité. Merci. SIDEF, effacement de réseau et éclairage, place de la gare. La parole est à monsieur Gachet. Bon, je pense que vous avez peut-être le petit plan avec vous. L'effacement des réseaux place de la gare, bon, les travaux ont commencé. Cette délibération modifie légèrement celle du 20 juin parce que les montants ont été un petit peu différents. Mais la participation de la commune s'établit à 50% pour les infrastructures d'éclairage public, 85% pour les communications électroniques et 70% pour l'éclairage public, ce qui fait pour la commune un total de 17 836 à sa charge. Donc il est demandé au conseil municipal d'accepter la participation communale de 17 836 pour l'effacement des réseaux d'éclairage public de la place de la gare et d'autoriser monsieur le maire à demander toutes les subventions possibles et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Voilà, donc c'est des travaux qui vont être terminés pour la fin de l'année, je pense. Remarques ou questions? Donc y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Nous allons avoir après le rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau pour l'exercice 2016. La parole est à monsieur Gachet. Moi, je vous propose de passer directement à la dernière page de ces deux rapports que vous avez ici, que vous avez entre les mains. Le premier, celui-ci, le rapport annuel, vous indique
que les taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées, ce qui est très important pour nous, sont corrects à 99,9 ou 99,7%. Donc ça, c'est important de le savoir. Nous avons une eau saine, nous avons une eau pure. Et le reste des indications, bon, c'est les indices de connaissance de gestion, les rendements du réseau de distribution, etc., etc. Donc ça, ce sont des données techniques intéressantes. Et sur la dernière page du service de la note de synthèse, vous avez aussi une page intéressante qui parle du prix de l'eau, et on s'aperçoit qu'on a une grande stabilité sur le prix de l'eau, puisque entre 2015 et 2016, on a 0,1 centime, c'est-à-dire 0,25 de diminution. Donc on peut parler de stabilité sur le prix de l'eau et avec une bonne qualité. J'en profiterai pour vous dire que les travaux à l'usine Sainte-Germaine ont démarré. Là-bas, nous allons construire une nouvelle usine qui sera opérationnelle d'ici 1 an. Je crois que ce sera intéressant pour tous les Luçonnais, puisque chacun pourra avoir une eau qui sera décarbonatée. Et donc on aura une eau qui sera beaucoup moins calcaire. Et on invitera les Luçonnais à ne pas acheter actuellement de choses pour décarbonater l'eau, parce que ce sera un investissement à très court terme. Hein. Voilà. Donc là, il n'y a pas de vote sur ce... Oui, à moins qu'il y ait d'autres questions Il suffit de l'avoir... ou des remarques. Ouais. Concernant la nouvelle usine, si effectivement il n'y a pas d'augmentation de tarifs, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Concernant aujourd'hui le rapport, effectivement il y a 2 choses importantes, la qualité de l'eau et le paiement, la facturation. Aujourd'hui, la qualité est quand même correcte et la facture est en retrait. Donc on ne peut pas aller au-delà de ce qui a été présenté. Oui, c'est pour ça qu'on s'est arrêté que sur ces 2 choses-là. Ok, je vous remercie. Donc on prend acte, hein, vous êtes d'accord? Et oui, il n'y aura pas d'augmentation d'eau, malgré un investissement d'environ 4 millions. Hein, c'est pris sur le syndicat Vendéo, donc ce sera $1 pour les Luçonnais. Comme quoi il était important d'adhérer au syndicat. Ouais, je crois, oui. Ça a été une longue discussion dans cette salle. 21e délibération, convention pour la facturation de la redevance assainissement collectif. La parole est à monsieur Gachet. Ouais, c'est une délibération qui est très longue, qui a pour but uniquement de renouveler le contrat de la ville avec Vendéo et puis la SEUR, sachant que on sait que la SEUR, disons que la SEUR recouvre pour la ville de Luçon, recouvre encaisse pour la ville de Luçon, et il suffit de reconduire comment dire, je cherche le mot, cette convention, voilà, cette convention de la reconduire. Hein, donc c'est l'objet de toute cette délibération, et on demande d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention et d'autoriser monsieur le maire à faire toutes les démarches et signer tous les documents utiles à la présente décision. Voilà, sinon c'est à peu près les mêmes choses que la précédente. Voilà. Je pense qu'on peut rajouter plus. Oui. Des remarques, des questions? Non. Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc merci. Ensuite, nous avons la cession des parcelles municipales cadastrées ZO52, ZO53 au profit de Vendéo. Monsieur Gachet. Voilà. Bon, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure. Donc là, l'usine de... Je ne sais pas si vous avez un petit plan avec vous. L'usine est en cours et il s'agit de transférer des parcelles, puisque le foncier de l'usine actuelle appartient toujours à la ville, et le petit chemin aussi qui appartenait à l'association foncière appartenait aussi à la ville depuis sa rétrocession. Et l'objet de cette délibération, c'est de transférer ces espaces à Vendéo. Je pense qu'il n'est pas utile que nous soyons, que la ville possède ces terrains. Il faut mieux les transférer, et nous les transférons pour la coquette somme de 1 000 €. Donc voilà. Remarque, question? Vendéo reversait un loyer ou pas? Non. Pardon? Vendéo reversait un loyer ou pas là-dessus? Non. Comme on était propriétaire du terrain? Non. Non. C'était cédé. Non.
le fait du prince. Non, je ne sais pas ce qu'il y a tout à l'heure. Donc cette usine traitera donc les pesticides, le phosphate et puis le calcaire, donc, surtout là. Ok. Pas d'autres interventions. Donc des contre, des abstentions. Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 23e délibération dispositif école et cinéma pour les écoles primaires. Participation de la ville au coût des séances pour l'année scolaire 2016-2017. La parole est à Madame Reculou. Merci, Monsieur le maire. Depuis 2001, la ville de Luçon participe au dispositif école et cinéma mis en place par l'inspection académique de la Vendée dans le but d'ouvrir les portes du cinéma aux jeunes publics scolarisés de la grande section des maternelles à la fin du cycle élémentaire. Cette année, la municipalité souhaite renouveler son aide aux écoles adhérentes à ce programme, à savoir l'école primaire du centre et les écoles maternelles et élémentaires Jean Moulin. Le coût d'une séance de cinéma par enfant est de 2,50 €. La participation de la ville est fixée à 1 € par enfant et par séance et elle se limite à 3 projections. Voilà le nombre des enfants qui ont participé cette année aux séances pour l'école maternelle Jean Moulin 123, école primaire du centre 324, école élémentaire Jean Moulin 264. Et vu l'avis favorable de la commission des finances du 5 septembre 2017, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe la participation de la ville à 1 € par séance et par enfant et décide que l'aide financière de la ville limitée à 3 projections pour chaque école sera pour un montant global de 711 € et dit que les crédits sont inscrits au budget en cours. Voilà. C'est habituel. Nous avons eu une très bonne participation puisque l'an dernier, nous avions versé que 231 € et cette année, nous sommes à 700 €. La participation a été un peu plus favorable. D'autres interventions? Non? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc unanimité, merci. Remise des badges d'accès pour l'entrée des écoles. La parole est à Madame Reculot. Les nouvelles mesures mises en place pour l'accès aux établissements scolaires ont obligé la collectivité à mettre en place de nouveaux systèmes de sécurité. Les entrées se font par le portail de chaque établissement avec des badges ou des codes d'accès suivant les besoins des utilisateurs. Toutes personnes ayant accès aux établissements scolaires pour des nécessités de service se verront dotées d'un badge ou code d'accès. Chaque badge ou code, son nominatif, est programmé au service scolaire. De ce fait, il sera établi une attestation de remise de badge ou du code d'accès à chaque utilisateur par le service scolaire au Forum des services. Et vu l'avis favorable de la commission des finances du 5 septembre 2017, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de l'attestation de remise de badge et fixe la participation de l'utilisateur en cas de perte ou de non-restitution du badge à un montant de 15 €. Voilà, donc tout simple, hein, mais au moins ça met en sûreté donc, nos enfants. Des remarques ou des questions? Donc des contre, des abstentions, qui est pour? Unanimité, donc merci. 25e délibération renouvellement du contrat enfance et jeunesse en cours 2017-2020 avec la caisse d'allocation familiale pour le relais des assistantes maternelles. La parole est à Madame Da Silva. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, le contrat enfance et jeunesse est un contrat d'objectifs et de cofinancement qui contribue au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus. Le RAM est un lieu de rencontre et d'échange pour les assistantes maternelles, les enfants et les parents. Il a vocation à organiser l'information des parents et des assistantes maternelles. Son activité permet de susciter et de promouvoir la formation des assistantes maternelles et d'améliorer la qualité du service proposé aux familles. Le RAM n'est ni un lieu d'accueil d'enfants, ni un employeur d'assistantes maternelles. La CAF a un double rôle de conseiller et de financeur. Elle délivre l'agrément préalable à l'ouverture du relais et établit à cette occasion un contrat fixant les engagements réciproques des gestionnaires du RAM et de la CAF. La CAF anime le réseau départemental des RAM. Cette instance permet aux animatrices d'échanger sur leurs pratiques professionnelles et d'élaborer des projets collectifs. Vu la délibération du 27 septembre 2011 portant sur la création du RAM, vu la délibération du 28 avril 2014 relatif au renouvellement de la convention d'objectifs et de financement du contrat enfance et jeunesse avec la caisse d'allocation familiale pour le relais d'assistantes maternelles,
vu l'avis favorable de la Commission de la jeunesse et de la petite enfance du 31 août 2017, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 5 septembre 2017, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de renouvellement du dossier d'agrément de relais assistante maternelle dans le cadre du contrat enfant-jeunesse pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, joint en annexe, et autorise Monsieur le maire ou moi-même, conseillère municipale déléguée à la petite enfance, à signer le dossier de renouvellement d'agrément du relais assistante maternelle. Voilà. Des questions ou des remarques? Une remarque. On devait avoir en annexe. On ne l'a pas. Ah, désolé. Non, c'est vendez-vous ça. Moi, je l'avais en... Ouais. Bon, Est-ce que vous voulez qu'on... si on peut l'avoir... Oui. Mais est-ce que vous voulez qu'on reporte pour autant la délibération ou c'est un peu ennuyeux? Non. Non, d'accord. C'est par principe. Bon, bah, oui, si on bien peut sûr. l'avoir avec le compte rendu, enfin le procès verbal. Bien sûr. Désolé. Donc là, Oui. merci de le signaler. D'autres questions ou remarques? Donc je le soumets à votre vote. Des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Nous avons ensuite la création d'un poste d'adjoint technique que va nous exposer Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant. Il convient de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet, nécessaires au fonctionnement des services, lorsqu'il s'agit d'actualiser le tableau des emplois pour permettre notamment la création de postes pour recrutement nouveau. Considérant la nécessité de pérenniser le poste d'un agent actuellement recruté sur la base d'un contrat d'accroissement temporaire d'activité auprès de la salle d'animation Plaisance, il est proposé de créer, ça serait mieux, de créer un poste d'adjoint technique à temps non complet, 31h30 sur 35. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 5 septembre 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, crée un poste d'adjoint technique temps non complet 31h30 sur 35, autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer l'arrêté correspondant, dit que les crédits nécessaires seront affectés au chapitre 012. Donc, salle Plaisance, donc il s'agit du poste de Fabienne Mutel. Ça fait déjà un petit moment qu'elle est avec nous. Elle nous donne entière satisfaction, donc il n'y a pas de raison de ne pas pérenniser son poste. Voilà. Des remarques ou des questions? Donc alors bien sûr créer ER. Voilà, désolé. Si Mademoiselle Bory était encore parmi nous, le rapporteur aurait copié 100 fois la règle de grammaire. Voilà. On va l'en exonérer quand même. Donc, en plus qu'elle n'y pour rien. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc à l'unanimité, merci. La prochaine délibération, c'est l'approbation donc de la CLECT. Je vais essayer d'être synthétique pour vous exposer ce rapport, d'autant plus que, si vous voulez, pour nous, en tant que ville de Luçon, ça ne change, et pour les Luçonnais, ça ne change rigoureusement rien. Vous savez que quand on rentre dans une communauté de communes, on va donner toutes les recettes qui viennent des entreprises. Et ces recettes vous sont redonnées intégralement, diminuées des services concédés. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux services concédés dans la communauté de communes, donc on rend intégralement. Mais il y a un autre phénomène qui est intervenu, c'est le fait qu'il faut que tout le monde sur le territoire ait le même taux d'imposition intercommunal. Or, vous aviez 4 communautés de communes qui avaient des taux qui étaient des taux différents, avec une commune qui était à part, qui était la commune de Nallier, qui elle, en plus était en lissage, puisqu'elle était rentrée dernièrement dans la communauté de communes des îles du Marais-Poitevin. Comment on fait? Parce que globalement, quand on regarde mathématiquement les choses, vous avez des gens qui individuellement payent leur impôt, et au bout du compte, ça donne une somme globale qui suffit au fonctionnement de la grande communauté de communes, puisqu'on additionne en fait les dépenses des uns et des autres, et les investissements des uns et des autres.
Or, c'est assez compliqué parce que la règle nous impose des liaisons entre les différents taux, nous impose un certain nombre de choses, et c'était un casse-tête chinois qui faisait que si jamais on suivait la règle générale, eh bien, on se retrouvait avec des gens qui avaient des impôts qui baissaient et d'autres qui augmentaient. Il y en avait certains qui se retrouvaient avec des impôts locaux qui augmentaient de 600%. Donc, c'était un petit peu délicat. Alors, comment on a fait? Eh bien, on a pris tout simplement la collectivité qui avait les taux les plus bas. C'était le pays né de la mer. Donc c'est nous. Donc on l'applique à tout le monde. Vous allez me dire, à ce moment-là, il manque de l'argent à la communauté de communes pour fonctionner. Pas tout à fait. On va retenir commune par commune, on va retenir sur l'évaluation des charges, on va retenir le montant de la différence qui existe entre ce qui payait avant et ce qu'il paye aujourd'hui. Donc cette différence, on la retrouve, et la communauté de communes donc, se retrouve avec cet argent. Alors vous allez me dire, du coup, les communes perdent de l'argent. Non, parce qu'elles, du coup, vont augmenter leur taux pour que ça soit exact à la différence, également à la différence. Et avec ça, donc du coup, vous vous retrouvez avec les contribuables qui ne payent pas un centime de plus, la communauté de communes qui a ce qu'il faut pour fonctionner, et les communes qui ont ce qu'il faut aussi pour fonctionner. Alors ça a été un calcul qui a été assez compliqué. Vous en avez donc le détail dans la délibération, dans l'annexe 5 donc de la délibération. Il faut, pour que ce soit accepté, qu'il y ait un vote à la majorité qualifiée, c'est-à-dire qu'il faut que nous ayons la moitié des communes représentant les 3/4 de la population et les 3/4 des communes représentant la moitié de la population qui votent. Donc le vote de Luçon, et là-dedans, bien sûr, pèse énormément. Ce que je vais vous proposer, c'est bien sûr de l'accepter, d'autant plus que je pense que c'est réellement la justice qu'il n'y ait pas certains contribuables du territoire qui payent pour d'autres ou d'autres qui perdent. Donc il y a eu un vote unanime dans l'ensemble des communes sur ce système, malgré, si vous voulez, la difficulté, en particulier pour les maires qui vont augmenter leur taux, d'expliquer que finalement ils augmentent leur taux mais qu'il n'y a pas de différence en bas de la feuille, ce qui n'est pas toujours simple, et qu'ils l'ont fait par solidarité. Nous, ça ne bouge pas. J'aurais même pas à venir expliquer ça. Je suis désolé pour l'opposition, ça aurait pu être une tribune, mais non. Bien sûr, je blague. Je pense que par solidarité, je vous propose donc de voter cette délibération. Y a-t-il des questions ou des remarques là-dessus? Ça avait l'air bien compliqué, puisqu'un cabinet d'experts y a même laissé des plumes, a priori, dans son premier... Voilà. Donc je pense que ce n'est pas nous, opposition à 5, spécialisés de la collecte, qui allons changer grand-chose. Effectivement, on est sur un étalement quasi général, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le vote pas, en sachant que les contribuables ne payeront pas plus. Ouais. Et la communauté de communes va pouvoir fonctionner. D'autres interventions ou remarques? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. 28e délibération, comité consultatif de l'école du Centre. La parole est à Madame Reculot. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que la ville de Luçon a demandé à Cap Urbain un diagnostic concernant la restructuration de l'école élémentaire du Centre. Suite à cet audit, il est nécessaire de constituer un comité consultatif chargé de travailler sur la phase d'étude du projet. Ayant entendu l'exposé de ce rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe à 18 le nombre de membres de ce comité consultatif et constitue un comité consultatif relatif au devenir de l'école élémentaire du Centre, composé comme suit. Alors, le collège des élus, monsieur le maire, l'adjointe au scolaire et à l'enseignement, l'adjoint au maire chargé des affaires générales, de la sécurité et du cadre de vie, l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme, de l'agriculture et du développement durable, 2 membres de la commission des affaires scolaires, l'un désigné par le maire, l'autre désigné par l'opposition, le collège de l'éducation nationale, monsieur l'inspecteur départemental de l'éducation nationale ou son représentant, monsieur le directeur du groupe primaire du centre ou son représentant, monsieur le délégué départemental de l'éducation nationale, un enseignant représentant l'école élémentaire, ensuite le collège des parents, un parent d'élève représentant l'école élémentaire, un représentant de l'association La Clique, conseiller technique et juridique, un représentant de Cap Urbain chargé de l'audit, un représentant désigné par monsieur le maire pour son expérience professionnelle et citoyen de Luçon.
les membres de la direction générale de la ville, la directrice générale des services et le directeur général adjoint des services, le directeur des services techniques ou son représentant et le chef du service des affaires scolaires. Il dit que ce comité consultatif est créé pour la durée du mandat actuel. Il a été désigné M. Arnaud Charpentier, membre de la majorité de la commission scolaire, Mme Laurence Sureau, membre de l'opposition de la commission scolaire, M. Damien Reverso, parent d'élèves de l'école élémentaire, M. Mauger, président de la CLIC, association des parents d'élèves, et M. Étienne Bénus pour son expérience professionnelle. Voilà, en gros, ce comité technique, en fait, ce comité consultatif avait été voté pour le mandat précédent. Donc, en fait, on le réactualise sur le mandat, hein, puisque c'est la règle. Question, remarque? Je pense que l'audit aurait dû être une première fois présenté au conseil municipal ou au moins dans un premier temps à la commission scolaire. Cet audit, on ne l'a jamais vu, on n'en a jamais entendu parler. A priori, il y a une réunion, c'est le 28, je crois. Voilà. C'est quand même dommage que nous, ici, en tant que conseillers municipaux, nous n'ayons pas vu et entendu cet audit. Voilà. Pour acter le fait que cette école ne puisse pas être reconstruite à sa place, mais déplacée, ce qui est important. Aujourd'hui, ça va se faire dans ce comité consultatif, où on aura un représentant. Par rapport au premier comité consultatif, il y avait 2 parents de plus. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une sorte de déséquilibre. Parce qu'il y avait l'école élémentaire et la maternelle. Comme on ne bouge pas la maternelle, on n'en a plus besoin. D'accord. Ouais. Au-delà de ça, on aurait pu avoir un débat ici pour acter le fait que l'élémentaire se déplace. Aujourd'hui, on avait mis en exergue le fait qu'on pourrait peut-être acheter le terrain de la caserne du champ de tir. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. J'en ai discuté avec le général l'autre jour. Il en a référé auprès de Paris. Le problème, c'est que si jamais... alors, vous vous plaignez parce que j'ai pas été assez vite, mais alors là, si jamais on attend le retour de l'État, on va attendre longtemps. Si aujourd'hui l'école va effectivement sur le champ de foire, ça pose quand même question. Le temps des travaux, du déplacement de la foire du 15 août, il y avait quand même derrière un accord avec le président de la foire du 15 août, s'il y avait des placements sur ce lieu-là. Si aujourd'hui il n'y a pas le lieu, c'est vrai que ça pose question. On ne l'aura pas ici le débat, et je pense que le débat, on l'aura à la fin, quand ça sera tout ficelé. Donc c'est quand même dommage. On aurait pu faire avancer les choses. On n'était pas contre le déplacement de l'école sur le champ de foire à certaines conditions. Il ne faut pas non plus nous exclure, même si on aura un représentant, qu'il y ait un vrai débat pour acter la chose. Ne vous inquiétez pas, il aura lieu. Hein. Pardon ? Il aura lieu. Oui, mais que le débat n'ait pas lieu à la fin, où on ait la présentation des plans. Si vous voulez, le truc, c'est que moi, j'ai voulu donc faire plusieurs études sur cette école, parce qu'on va la construire pour 30 ans au moins. Donc, et j'allais dire heureusement qu'on n'a pas été plus vite, parce que si jamais on l'avait fait avant, étant donné les études et ce qu'on avait retenu, et les restrictions qui nous ont été faites a posteriori, on aurait aujourd'hui d'énormes difficultés financières. Donc, heureusement, je veux dire, ça c'est le côté... On n'a jamais vu cet audit. On l'a toujours pas vu. Non, mais si vous voulez, aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui ont été purement abandonnées parce que financièrement inabordables. Hein. Donc là, c'était même pas une question c'était une question de même pas d'avoir la capacité de le faire. Donc on peut pas rentrer en discussion là-dessus. Après, donc si vous voulez, je pense que les uns et les autres veulent amender, hein, pour qu'on ait un avant-projet définitif, qui soit un avant-projet définitif, sur lequel on va discuter, bien entendu. Oui, mais il faut qu'il y ait un projet d'école derrière, il faut bien construire. On ne fait pas une école en disant on fait une école, et puis après on dit on va faire un projet d'école à côté. Non, mais si vous voulez, aujourd'hui, que fait l'audit, hein, il nous dit, voilà, il y a tant de classes, voilà ce qu'on peut faire. Hein, sur la surface qui est là. Après, on l'amende. Et on l'amende avec les utilisateurs. Hein, on est d'accord. Et après, ça vient devant le conseil municipal pour en discuter. Bien entendu, le projet définitif ne sera pas validé par une autre instance que celle-ci. Donc, mais bien sûr, il faut... On sait bien qu'en passant ici, vu la composition du comité, une fois que ça sera présenté ici, c'est pas nous, en tant que conseillers à 5, qui vont décider des changements qui auront déjà été créés. Il faut être réaliste. Voilà. Il me semble que par moment,
quand je trouvais que votre intervention était de bonne loi, on la suivait. Je n'ai pas été fermé à ce genre de choses-là. Non, mais justement, bon, j'espère on que, est bien d'accord. que le comité consultatif va travailler là-dessus et travailler de bonne loi. Bien sûr. La seule limite, moi, que j'y mettrais, c'est une limite de capacité financière. Oui, mais on est d'accord. C'est tout. Moi, si jamais il y a des demandes qui ne rentrent pas dans le budget, je le refuserai. Là, aujourd'hui, la question qui nous pose le plus de soucis, c'est savoir si, effectivement, l'école, sur cette partie du champ de foire, il ne faut pas oublier non plus que c'était quand même un cimetière, que des réflexions de route, de rue... c'est pas de la superstition, j'espère. Non, c'est pas ça. Mais, bon, il y a des choses qui se font. Les rues ont été refaites à côté. On a retrouvé des ossements, il faut être clair. On ne sait pas ce qu'il y a dessous non plus, à moins qu'il y ait eu des... Il y a eu des... Souvenez-vous, parce que quand on a refait le parking ici, etc., il y a eu déjà... on sait qu'il y a en effet, en dessous, un endroit où vous avez un désableur, mais qu'on connaît parfaitement. Donc, voilà, il n'y a pas de... Après, est-ce que l'emprise future de cette école sera suffisante pour accueillir cette école, en sachant que derrière, il y a quand même la MSP, il faut laisser un minimum de parking. Oui, voilà. Là, l'audit est clair. Ça, c'est faisable. Okay. On a même la possibilité ensuite de l'agrandir. Alors, on l'agrandira en étage, mais on a la possibilité de l'agrandir. D'accord. Bien sûr. Ouais, surtout que Jean Moulin, aujourd'hui, est en difficulté, il ne faut pas se le cacher. C'est le côté de ville qui se développe le moins et le moins rapidement. Voilà. Ça pose aussi souci. On n'est pas dans le but d'avoir qu'une seule école non plus sur la ville. Ça serait, pour l'image de la ville, ça serait terrible. Je vais vous dire, le truc qui risque de nous arriver aussi, c'est que de plus en plus, j'entends un certain nombre de collègues qui parlent de transférer les compétences écoles à la communauté de communes. Avec derrière la possibilité de voir des cartes scolaires se créer à l'échelle de la communauté de communes. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le problème, c'est toujours la même chose dans la gestion des collectivités aujourd'hui. On navigue dans le brouillard. On ne sait pas où on va. Donc il faut être aussi excessivement attentif en se disant il faut donner aussi des possibilités d'avoir un certain nombre d'ouvertures. Qui sait si demain, sur Jean Moulin ou sur cette école-là, vous n'allez pas avoir des gens qui du fait de la carte scolaire qui sera faite, décidée par la communauté de communes, des gens qui viennent de communes à côté. J'entendais l'autre jour le maire de Chanay qui me disait quelque part une fusion entre communes serait intéressante parce que ça permettrait, moi j'ai une école à rénover, c'est financièrement excessivement lourd, on arriverait peut-être à faire quelque chose puisque toi tu reconstruis une école. Il y a des choses comme ça qui sont en train d'évoluer, mais on est dans le flou, on ne sait pas comment on va faire. Moi, je suis d'accord, je suis content d'entendre parler que Chanay ne serait pas contre d'une fusion. C'est une bonne chose. Bon. Pas pour tout, mais pour ça... Voilà. On a connu l'opposition. Non, mais au-delà de ça, bon, à voir. Comme disait M. Bordron, je ne m'allierai jamais avec les bourgeois de Luçon. Bon, mais non, c'est des vieilles querelles, mais je pense qu'il y a une évolution à la fois dans l'esprit des élus et à la fois dans ce qui est imposé aux différentes collectivités. Donc c'est compliqué. Vous savez, moi, il y a 25 ans, quand j'ai été pour la première fois élu, on nous disait être un bon élu, un bon maire, c'est de voir comment sera votre collectivité dans 10 ou dans 15 ans. Aujourd'hui, on est incapable de le faire. Incapable, parce qu'on ne sait pas quelle va être notre compétence, on ne sait pas quel va être notre niveau de financement, on ne sait rien du tout. Donc c'est excessivement compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour être raisonnable, il faut essayer de se projeter en disant, voyons, quelles sont les diverses possibilités qui pourraient arriver d'ici 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, puisque là ce sont des investissements qui sont lourds, quelle que soit l'évolution donc des compétences des collectivités. Juste pour mémoire, Jean Moulin qui avait été refaite, l'école avait été refaite en 85. Donc il y a 30 ans et elle tient debout encore, elle est en bon état. Donc effectivement, voilà, faut partir sur une école qui a minimum 40-50 ans d'encours. Oui, c'est une école qui a non, c'est une école qui tient bien, hein. Et d'ailleurs qui est appréciée, hein. Qui est appréciée. Ils ont une chance incroyable d'avoir une surface, voilà, ils ont un espace qui existe peut-être nulle part ailleurs d'ailleurs. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Après, dernier point, on en avait parlé avec Madame Reculot, la réunion est le 28, on avait mis donc Madame Sureau sur le poste, elle s'en va un mois voir son fils à la réunion, donc elle ne peut pas être disponible. Donc on avait proposé qu'on puisse avoir quand même un élu le 28, le temps qu'elle puisse revenir. J'aimerais que ça soit acté, parce que du coup on ne verra même pas du tout l'audit. Voilà.
Au moins pour le non, bien sûr que si. On acceptera. Bien sûr. Voilà. Je voulais que ça soit dit pour que, voilà, au moins on puisse Alors, par assister contre, à l'audit. Après, effectivement, quand elle va voilà. venir, c'est elle qui sera... Puisqu'on est sur une... Alors bon, il n'y aura pas de voie délibérative, mais consultative. De toute façon, je vais dire, mais bon, là, la première, il va y avoir un exposé donc, de l'audit qui va être fait par la société Le rythme sera... Cap-Urbain. Quelle réunion, une par mois Selon les nécessités, on fera ce qu'il faudra. Parce que en fait, c'est la société qui nous accompagne va aussi rythmer les modificatifs, les chiffrages, parce qu'il y a des chiffrages. Non, mais après, c'est compréhensible qu'on s'engage sur une école neuve avec une enveloppe. Ça, c'est même pas la question. C'est de savoir ce qu'on fait dedans et comment on le fait. C'est tout. Si demain vous dites il y a une enveloppe de 4 millions, il est évident qu'avoir ou 5 millions ou plus, non. J'ai bien compris. Mauvaise réponse. Ouais. Voilà, c'est compréhensible. Tout le monde comprend qu'il y a une enveloppe. Maintenant, effectivement, si vous me dites c'est 1 million ou 2 millions, non, on est à 4 autant millions. rester où on est. On est à 4 millions et demi. Voilà. Ça paraît raisonnable dans une construction d'une école neuve aujourd'hui. Voilà. Bah, je Maintenant, prends par tout dépend exemple, ce qu'on va en faire. je prends le projet de Chailly-les-Marais, il y a 5 millions et demi. Voilà. Et on est dans des ratios raisonnables. Parce que je vous avoue que moi, quelquefois, je sors un peu du sujet, mais je suis quelquefois effaré de voir les ratios que l'on a sur les lycées. Puisque là, on est sur des ratios qui sont de l'ordre de 1500, 1600 euros hors taxe du mètre carré. Sur les lycées, on arrive quelquefois à 7000 euros. D'ailleurs, je pense qu'il y a des choses à voir de ce point de vue-là. Mais c'est un autre débat dans une autre assemblée. Voilà, donc... ok. Non, mais moi, j'espère qu'on travaillera d'une manière à la fois objective pour le bien de tout le monde. Je ne voudrais pas qu'on rentre parce que ça touche les enfants, donc c'est forcément passionnel. Ça, je peux le concevoir. Par contre, notre travail de conseiller municipal, de représentant de la population, c'est de le faire justement dans un esprit de construction et non pas dans un esprit qui pourrait être un esprit quelque part politique de récupération. Donc non, mais je le dis sans faire de suspicion, je le dis parce que je sais que on est capable de bien fonctionner. Vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on est capable de travailler ensemble sur un certain nombre de choses. Voilà. La seule erreur qu'il faudra j'ai même cru que c'était un appel à faire une liste ensemble. Non, non, mais en plus, il faut attendre 2021. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'espère que ce sera fait dans cet esprit. En tout cas, moi, je serai dans cet esprit. Vu l'engagement qu'il va y avoir financier là-dessus, ne faisons pas les erreurs dès le début pour avoir du correctif derrière. On sait que le correctif sur du neuf, ce que ça donne. Voilà. Et sur l'ancien, c'est encore pire. Ok. Sur cette délibération, d'autres remarques? Non, donc je le soumets à votre question. Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous avons maintenant les deux délibérations que vous avez bien voulu accepter, que l'on rajoute. La première, c'est une subvention à la Fondation France pour aider les victimes de l'ouragan Irma. Donc vous savez ce qui s'est passé. Je crois que les médias sont suffisamment... ont rapporté suffisamment de choses. Ce que je vous propose, parce que c'est par rapport à des choses qu'on a déjà fait par le passé, et de manière d'être à peu près équivalent, c'est de faire une subvention exceptionnelle, donc de 2 000 € à la Fondation de France pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Irma. Des questions, des remarques, des interventions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Alors la deuxième, numéro 1, la convention constitutive du groupement d'intérêt public Maison départementale des adolescents de la Vendée. C'est Madame Reculot qui va le traiter pour que je ne fasse pas encore ma petite colère sur ce dont je parlais tout à l'heure. C'est bon. Merci, Monsieur le maire. La Maison départementale des adolescents de la Vendée est un lieu d'accueil, d'écoute, d'orientation, d'information, d'éducation à la santé et de prévention pour les jeunes Vendéens de 12 à 21 ans, leurs parents et les professionnels œuvrant en lien avec les adolescents. Afin de faciliter l'administration de la MDA, initialement créée par le Centre hospitalier spécialisé le 1er juillet 2007
et le travail multidisciplinaire de cette entité, il est convenu de créer un groupement d'intérêt public. Vu la convention constitutive du groupement d'intérêt public de la Maison des adolescents de la Vendée, et afin de se mettre en conformité avec les demandes de la Direction régionale des finances publiques, vu le projet d'avenant proposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte l'avenant numéro 1 à la convention constitutive du groupement d'intérêt public de la Maison départementale des adolescents de la Vendée et autorise Monsieur le maire ou Madame Yveline Thibault, adjointe au maire, à signer l'avenant de la convention constitutive du groupement d'intérêt public de la Maison départementale des adolescents de la Vendée. Des remarques, des questions? J'en rajouterai pas personnellement, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Voilà, je vous remercie. Nous arrivons à la fin de cette délibération. Alors, M. Nolot m'a dit qu'il y a une question orale, mais cette question orale, dans le règlement intérieur, doit être déposée 10 jours avant. Donc, on le repousse la prochaine fois? Hein? D'accord. Merci. Et donc, je clôt cette séance et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci.